1967, c'est l'année à laquelle j'ai adhéré au PSU. Michel Rocard n'était pas encore secrétaire national, c'était quelques mois avant, et Henri Leclerc s'en souvient, puisque les premières affiches que j'ai collées à cette époque à la section de Sceaux pour soutenir la candidature d'Édouard Depreux aux élections législatives. Alors je ne suis pas historien, donc je ne vais pas faire un travail qui serait au-dessus de mes compétences. Je vais simplement essayer de replacer quelques éléments de réflexion en m'appuyant plutôt sur les textes ou les témoignages de l'époque. Donc 1967, on a rappelé les conditions de la fondation du PSU. Donc ce parti avait 7 ans et déjà Michel Rocard perçait sous Georges Servet, puisque, comme il a été dit, le colloque de Grenoble avait contribué largement à fissurer le masque du pseudonyme. Cela dit, le pastiche s'arrêtera là parce que l'accession de Michel Rocard aux fonctions de secrétaire national du PSU, qui aujourd'hui, rétrospectivement, dans son parcours, peut apparaître comme une évidence, était loin d'être écrite d'avance. Il n'était pas écrit d'avance qu'en 1965, lors du précédent congrès, celui qui s'était tenu à Gennevilliers, Gilles Martinet céderait aux objurgations pressantes d'Édouard Depreux, qui était déjà un peu poussé plus ou moins vers la sortie à plus de 67 ans, mais qui souhaitait quand même néanmoins accomplir un ultime mandat de secrétaire national. Depreux disait moi je me suis fixé la même règle que le pape, je ne vais pas au-delà de 70 ans dans les fonctions épiscopales. Et il prenait appui sur la difficulté de sa succession à la tête d'un parti composite. Gilles Martinet s'est laissé attendrir, convaincre, je ne sais pas quel est le mot qui est le plus approprié, et en contrepartie, Depreux avait proposé, ce qui était un peu une novation dans le fonctionnement et la hiérarchie du PSU, qu'il devint secrétaire national adjoint et officiellement numéro 2 du PSU. Dans l'esprit de Depreux, il le raconte d'ailleurs dans Servitude et grandeur du PSU, c'était l'avant-dernière marche avant sa succession, et il écrit « J'ai pensé que Gilles Martinet était l'homme le plus qualifié pour remplir les fonctions de secrétaire national à partir de 1967. Il a été un des fondateurs du parti, il en a connu les forces et les faiblesses. À cette époque, il se situait politiquement dans l'axe du parti. » Donc c'est la façon dont, en 1965, les choses s'envisagent pour la suite. Et Depreux ajoute que Marc Orgon, consulté, avait ou aurait avalisé ce choix. Et si la passation de témoins s'était faite en 1965 comme initialement envisagé, si Gilles Martinet avait abordé l'échéance de 1967 avec l'autorité du secrétaire national en titre, l'histoire aurait peut-être pu s'écrire différemment. 2 événements majeurs allaient bouleverser ce schéma préétabli et remettre la question de la stratégie d'autonomie du PSU au centre du débat. Le premier, ce fut l'élection présidentielle de 1965, qui a installé François Mitterrand dans la position de rassembleur de la gauche et de premier opposant au régime gaulliste. Et on a vu dans la table ronde précédente que déjà Georges Servet avait défendu la thèse de l'autonomie à travers cet amendement qui prônait le soutien, mais sur une campagne distincte, à la candidature de François Mitterrand. Et le deuxième élément, ce fut l'émergence, après l'élection présidentielle, de la fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui s'était installée dans le paysage politique, et qui allait connaître au second tour des élections législatives de mars 1967 des résultats encourageants, même s'ils ne furent pas non plus mauvais pour le PSU, qui a connu à cette époque l'élection de 4 députés, Pierre Mendès France à Grenoble, Yves Le Foll dans les Côtes du Nord,
Guy Desson dans les Ardennes et Roger Pratt dans le Finistère. Mais Gilles Martinet lui-même, qui était candidat dans la Drôme, a été battu, et cet élément a probablement aussi influé sur la suite de son parcours. Pour un certain nombre des fondateurs du PSU, au nombre desquels Pierre Bérégovoy, Jean Poprennes, mais aussi Martinet, ces deux événements et les évolutions qu'ils traduisent signent d'une certaine manière la fin de la mission historique du PSU. Dans un ouvrage publié en 1986, Cassandre et les tueurs, Gilles Martinet a écrit « Le combat contre la guerre d'Algérie avait suscité de trop grands espoirs. Il faut maintenant choisir entre deux voies, ou pousser plus avant la définition d'une ligne originale, ou se consacrer essentiellement à la réalisation de l'union de la gauche. Le choix n'est évidemment pas aussi simple. Les partisans de la première option ne rejettent nullement la perspective de l'union de la gauche, mais ils veulent développer, aux côtés des partis dits traditionnels, un courant politique de renouveau qui représenterait plus particulièrement les couches nouvelles et qui s'affirmerait au-delà de l'opposition historique entre le bolchevisme et la social-démocratie. Gilles Martinet ajoute que dès 1965, pour éviter l'isolement auquel le PSU lui paraissait condamné, il avait proposé à la direction un plan en 3 étapes. Première étape, faire la démonstration de l'importance du courant que nous représentons, ce sera le colloque de Grenoble. Deuxième étape, nous entendre avec la FGDS sur une répartition des circonscriptions pour les élections de 1967. Troisième étape, entamer des pourparlers sur les conditions de notre éventuelle adhésion à la FGDS. Le troisième volet de ce plan suscite l'hostilité aussi bien des responsables du PSU issus de la SFIO, au premier rang desquels Édouard Depreux, que des militants d'origine chrétienne venus à la politique en réaction à la guerre d'Algérie. Et donc la décision qui est prise, c'est de mettre en œuvre les 2 premières étapes, le colloque de Grenoble et la négociation sur les circonscriptions pour les élections législatives de 1967, et de ne se prononcer sur la troisième option qu'après les élections de 1967. C'est donc la raison pour laquelle, une fois les législatives passées et à la veille du congrès qui devait se tenir à Paris au mois de juin, la question des relations avec la FGDS revient au centre du débat. 2 textes sont proposés. Le premier est soutenu par Gilles Martinet et la grande majorité des membres du Bureau national, Pierre Bérégovoy, Serge Mallet, Jean Poprennes, Henri Longeau, Claude Bourdet, et qui se prononce en faveur d'une association pouvant déboucher ensuite sur une adhésion avec la FGDS. La ligne autonomiste n'est défendue que par 3 des membres du bureau, Édouard Depreux, Marc Orgon et Michel Rocard. Donc on retrouve là, d'une certaine manière, ce que disait Guy Philippon dans la séquence précédente sur la façon dont s'était consolidé le rapprochement entre Marc Orgon et Michel Rocard. Donc avec tel rapport de force au sein du Bureau national, la cause aurait pu paraître entendue, mais les affrontements se durcissent au sein du parti, et il apparaît que pour la première fois depuis 1960, Gilles Martinet, bien que majoritaire au Bureau national, ne se situe plus, comme disait Depreux, dans l'axe du parti. Sans doute avait-il sous-estimé les facteurs de résistance dans les profondeurs du PSU, qui obéissent d'ailleurs à des ressorts assez différents. D'un côté, les anciens de la SFIO, pour qui la rupture de 1958 avait été une épreuve, et qui se montraient d'autant plus orthodoxes au plan doctrinal qu'ils voulaient légitimer leur dissidence aux yeux de ceux de leurs camarades restés fidèles à la vieille maison. De l'autre côté, une majorité des anciens de l'UGS qui n'avaient pas suivi Gilles Martinet et pour qui le renouveau du socialisme passait par la prise en compte des aspirations des couches nouvelles dans la réflexion sur la dévolution du pouvoir dans l'entreprise et dans la société. Et en troisième lieu, il ne faut pas non plus le sous-estimer, on évoquait ce point là aussi dans la séquence précédente, Pierre Mendès France et une partie de ses proches espéraient un Bad Godesberg de la gauche non communiste et que celle-ci, débarrassée de ses oripeaux marxistes, s'affirme comme une social-démocratie type scandinave. Donc on avait là 3 facteurs d'opposition
à l'association avec la GDS, qui allait d'abord constituer un front du refus, puis une majorité, même si son hétérogénéité portait en elle les germes de ses faiblesses futures. La dureté des débats fait courir un risque de scission important, quel que soit le camp qui l'emporterait. Et pour prévenir ce danger, un certain nombre de responsables de base, de fédération du parti, certains Parisiens comme Gilbert et Maïté Mathieu, animateurs de la puissante 13e section de Paris, des provinciaux comme Jean Verlac, prennent l'initiative d'un texte de conciliation auquel se joignent un certain nombre de dirigeants nationaux comme Georges Gontcharov et Henri Leclerc, et je pense qu'ils en parleront de manière plus détaillée dans un instant, qui prônent une voie médiane, l'idée étant d'engager avec la FGDS des discussions sur le programme ou des actions communes, mais de renvoyer à plus tard la question même de l'association. Lors du congrès qui se tient à Paris, donc au mois de juin 1967, le texte Urgon-Rocard et le texte 3 se rapprochent pour former une majorité, donc le résultat est sans appel, 393 voix pour la ligne autonomiste contre 174 pour le texte en faveur de l'association avec la FGDS. Dès lors, la formule imaginée par Depreux pour sa succession n'est plus envisageable. Qui, alors, pour prendre la suite? La solution Rocard n'était pas nécessairement évidente. Après tout, il n'était membre du Bureau national que depuis 2 ans. Et si ses interventions au colloque de Grenoble avaient été remarquées, il ne faisait pas partie des dirigeants historiques du parti. Alors, dans ses souvenirs, là aussi, servitude et grandeur du PSU, Édouard Depreux évoque ce choix, et dans ces termes, est-ce Urgon, permanente éminence grise, qui le premier a pensé à Georges Servet, qui, sortant de la demi-clandestinité à laquelle ses fonctions l'astreignaient, allait reprendre son nom de Michel Rocard? Est-ce moi, se demande Édouard Depreux, ma mémoire est incertaine sur ce point. Et d'une manière ou d'une autre, ce que l'on peut dire, c'est que dans cette affaire, Michel Rocard a su tirer parti des circonstances, et je crois que c'est lui qu'on a si souvent décrit comme un piètre tacticien ou un stratège faible, montre qu'il a su, dans l'espèce, s'appuyer sur les événements. Et sa première biographe, Kathleen Evin, écrit en 1979 « C'est à partir du PSU qu'il voit se redessiner cette gauche nouvelle qu'il a rencontrée à Grenoble. Un PSU dont la direction lui apparaît pour la première fois à portée de main. La génération des pères fondateurs semble prête à prendre une retraite tranquille dans le giron de la FGDS, en fait, poussée un peu vers la sortie. Leur place est disponible. Et 3 personnes vont, semble-t-il, le conforter dans sa démarche. Pierre Mendès France, qui ne veut pas entendre parler d'un regroupement avec la FGDS. La gauche devait poursuivre, selon lui, l'aggiornamento intellectuel et théorique rendu nécessaire par les grandes évolutions du pays et du monde et dont le colloque de Grenoble avait été une première étape. Et la FGDS, dominée par la SFIO, en était, selon lui, incapable. Et il considérait encore à cette époque que le PSU demeurait le creuset indispensable de ce travail. Ensuite, Marc Urgon, qui sait que sa personnalité d'apparatchik peut difficilement lui permettre de prétendre à la première place, et qui dit ceci: le PSU allait être privé de ses dirigeants les plus connus. Michel Rocard jouissait d'une certaine notoriété depuis les colloques de Grenoble, et il avait la confiance du courant chrétien, autre point que l'on a évoqué précédemment. Enfin, un proche aussi dont on a parlé, mais qui était à la fois son conseil et son complice depuis de nombreuses années, Hubert Prévost, et qui partageait avec lui le sentiment que la SFIO allait continuer à s'étioler et qu'un ralliement trop précoce n'aurait pour résultat que la dilution des efforts de rénovation de la gauche engagés depuis 1960. Donc, si les tenants de la ligne autonomiste au congrès de juin 1967 poursuivaient des visées doctrinales assez éloignées les unes des autres, ils avaient également des objectifs de long terme différents. Pour les uns, la construction d'un parti révolutionnaire restait une finalité principale, et pour d'autres, au nombre desquels je crois Michel Rocard, il s'agissait de poursuivre le renforcement du PSU
pour être en mesure de peser davantage sur le renouvellement doctrinal et sur la recomposition de la gauche non communiste. Gilles Martinet met sur le compte, et on l'a, là aussi c'est un élément à apporter pour éclairer le débat précédent, met sur le compte de la sensibilité chrétienne l'échec de sa tentative et ce qu'il qualifie, non sans ressentiment, mais de manière objectivement exacte, de majorité négative au départ. Et il écrit ceci: « Il lui faut un chef, ce sera Michel Rocard. Il est protestant et non pas catholique, mais sa formation est profondément chrétienne. Sa façon de parler, ce style scout et juvénile, parsemé de formules empruntées au vocabulaire de l'énarchie, répondent à la sensibilité de la majorité du PSU. C'est au niveau du discours, le mariage de l'idéalisme et de la technicité. La vieille gauche est attaquée sur ses deux ailes, d'un côté au nom d'une culture libertaire, de l'autre au nom de l'efficacité économique. » Pour la nouvelle majorité du PSU, ce choix est vécu comme un nouveau départ. Et c'est d'ailleurs le titre de Tribune socialiste au lendemain de l'élection de Michel Rocard comme secrétaire national, en affichant la photo de son nouveau dirigeant. Toutefois, elle est soucieuse de ne pas se laisser enfermer dans la seule question des alliances. Elle met l'accent sur les différences programmatiques qui l'opposent à la FGDS. Et le PSU met en avant une politique de développement et de l'emploi et non de refus du progrès technique, une politique de rigueur monétaire et non l'inflation, une politique de l'urbanisme prônant les regroupements de communes et une profonde réforme de la fiscalité et non la défense de structures vieilles et dépassées, une politique agricole fondée sur le progrès et non pas rétive à son égard, une politique extérieure axée sur la vision d'une Europe totalement libérée des États-Unis et non pas atlantique. Et on voit donc bien dans cette caractérisation de la différenciation entre ce que porte cette nouvelle majorité du PSU par rapport à la FGDS, l'idée que c'était pas simplement un problème de rapport de force au sein d'une alliance possible, mais aussi de différences fortes sur le fond, et notamment devant le Congrès, Michel Rocard rappelle que plusieurs députés FGDS sont membres de l'amicale parlementaire des petites et moyennes entreprises, et Pierre Mendès France lui dit qu'en sortant des réunions du groupe parlementaire de la FGDS, il disait « je crois être chez les poujadistes ». Enfin, donc il y avait vraiment une différence de substance qui à ce moment-là est mise en avant. Et je crois que c'est un des éléments importants des enjeux de ce congrès, cette période. Le PSU avait choisi pour les élections de 1967 comme slogan électoral « Unie, la gauche est forte, rénovée, elle gouvernera ». Et je crois que la majorité de la direction d'avant 1967, en ne prenant en compte que la volonté d'union et en semblant faire l'impasse sur l'enjeu de la rénovation programmatique, avait heurté de front une des préoccupations majeures de la base du parti. Je crois qu'il n'y avait pas... il y avait une aspiration à l'union, parce que 1965 et les législatives de 1967 avaient bien montré que c'était quelque chose de porteur, mais il y avait en même temps, et je ne dis pas ça pour sacrifier à l'ère du temps, une volonté profonde de faire que ça se fasse sur des bases programmatiques et idéologiques profondément renouvelées. Alors, pour autant, le refus de l'intégration au sein de la GDS n'interdit pas une démarche de dialogue avec d'autres forces politiques et sociales, non sans maladresse d'ailleurs, puisque en janvier 1968, le PSU propose au Parti communiste d'examiner ce que devrait être un programme d'action et de gouvernement commun à toutes les forces ouvrières et démocratiques. Cette proposition fait long feu parce que le Parti communiste ne se sert du PSU que pour aiguillonner la FGDS, avec qui l'élaboration d'une plateforme commune est déjà avancée et sera signée en février 1968 entre le Parti communiste et la FGDS,
en tenant le PSU à l'écart. Et plus important, en même temps, à cette époque, la nouvelle direction du PSU veut définir un nouveau type de relation avec ce que l'on n'appelle pas encore la société civile, mais le mouvement associatif et les organisations syndicales. L'actualité du second semestre de 1967 et le début de l'année 68 offrent aux tenants de la ligne autonomiste des raisons de conforter leur point de vue. Des formes nouvelles de lutte sociale sont apparues dans des conflits significatifs, chez Berlier, à la Rodiaceta, au chantier de l'Atlantique, qui donnent à l'occasion à la direction de consacrer en mars 1967 un conseil national en mars 1968, un conseil national à la question des luttes sociales, de l'emploi et des rapports partis-syndicats. Michel Rocard, qui relevait à peine d'une jaunisse qu'il avait immobilisée de longues semaines, n'est pas directement à la manœuvre, et le texte soumis au Conseil national porte un peu l'emprise de l'aile gauche de la direction. Et concomitamment, sont réunies les sections d'entreprise du PSU. C'était d'ailleurs un des apports importants du MLP, une des formations qui avait été dans les courants initiaux de l'UGS et ensuite du PSU, et des chrétiens de gauche au PSU, que de lui avoir permis de compter dans ses rangs des militants ouvriers souvent aguerris par la formation reçue de la choc. Parmi les rapports introductifs, d'ailleurs, à ce Conseil national, l'un d'entre eux avait été préparé par la sociologue Michel Legendre, qui deviendra quelques mois plus tard Madame Michel Rocard, et elle analysait quelques-uns des conflits sociaux les plus marquants des 12 mois précédents. Quelques semaines avant le déclenchement des événements de mai, ce rapport identifie donc, parmi les caractéristiques communes de ces mouvements sociaux, un déclenchement et souvent une conduite de la grève en dehors du cadre syndical, une forte mobilisation des femmes et des employés, des revendications portant sur les conditions et l'organisation du travail, au moins autant que sur les salaires. Ces débats et ces rencontres provoqueront des tensions avec la CFDT. Là aussi, je repense à ce que disait Michel Mouzel dans son introduction, car celle-ci voyait d'un mauvais œil tout ce qui pouvait ressembler à une tentation de reproduire les rapports PC-CGT, même si c'est évidemment la conception qu'avait Michel Rocard et la direction du PSU à l'époque des rapports partis-syndicats était à des années-lumière de la courroie de transmission. La proposition du PSU d'une plateforme destinée à élaborer au sein de la gauche les relations entre partis et syndicats se heurte à une double réaction de rejet au sein de la CFDT. D'une part, celle de ceux qui, comme Edmond Maire ou Eugène Descamps, récusent tout ce qui pourrait ressembler à une instrumentalisation de l'action syndicale par les partis politiques. Et puis celle, d'autre part, de ceux qui, comme Jacques Julliard ou Albert Détraz, sont partisans de l'élaboration d'une stratégie politique par les organisations syndicales elles-mêmes et contestent la légitimité des partis à incarner seuls l'intérêt général. La vivacité de ces réactions surprend Michel Rocard, qui avait peut-être pensé que ses relations personnelles avec Edmond Maire estomperaient les oppositions suscitées par les intérêts propres de l'organisation. Toujours est-il qu'un an après le Congrès de Paris, la ligne autonomiste du PSU paraît à la fois justifiée par l'actualité sociale et en même temps le condamner à un splendide isolement, mais mai 68 allait contribuer à rebattre les cartes et à remettre au premier plan les enjeux doctrinaux. On en parlera dans un instant. Pour conclure sur les conditions de son accession au secrétariat national du PSU, il faut se demander si Michel Rocard lui-même avait, avec la démarche de Gilles Martinet, un désaccord de fond ou seulement de circonstances. Gilles Martinet écrira 20 ans plus tard « Je lui reproche d'avoir, alors qu'il ne pensait pas différemment de moi, entraîné dans certains cas suivi, des milliers de militants sur un chemin qui ne menait nulle part et qu'il devait finalement abandonner avec une partie de ses compagnons à l'automne 1974. » Cette perception est corroborée par un témoignage de Jean-François Kessler, à qui Rocard avait confié à l'issue du Congrès « Gilles a raison, je rejoindrai la FGDS quand j'aurai fait de ce parti ce qu'il doit être. » Pourtant, au-delà des désaccords tactiques sur le moment le plus opportun pour opérer le rapprochement de ce qui était encore la gauche non communiste, subsiste un clivage fondamental sur la capacité de la FGDS à porter le renouvellement de la pensée socialiste. Et Michel Rocard disait
à la tribune du congrès de Paris du PSU en juin 1967, il ne faut pas demander la permission d'aller s'asseoir à la table verte, mais forcer la porte en posant les problèmes que sans cela, on nous demanderait de ne pas poser. Ja.